La confrérie des Louves de Florence Rhodes aux éditions du Caïman. Samedi, 23h58. Les 4 silhouettes avaient trouvé refuge dans l'un des balcons du Pont-Neuf. Hamelin et Martens, mains enfoncées dans les poches, s'étaient assis sur le banc en demi-cercle. Le Roux, accoudé au parapet, scrutait la scène. Le Goff, debout sur la rambarde, s'adossait à un réverbère, en soulignant le paradoxe qu'il y avait à qualifier de neuf le plus ancien pont de Paris. Écrasés de fatigue, les autres l'écoutaient d'une oreille distraite. « Le voilà !» De la Trace venait d'apparaître rue Dauphine, porteur d'un pack de bière. Il les rejoignit et distribua les bouteilles à la ronde. Ils trinquèrent et burent dans un silence que finit par rompre Martens. « On dirait que l'épicerie fine n'a pas le monopole des pauses informelles après le boulot. Si vous vous attendez à un doublement de votre bonus, autant dire que vous allez être déçu, sourit Hamelin. Remarque, 2 fois 0, ça fait toujours 0. Dites, on n'aurait pas battu le record de la garde à vue la plus courte par hasard demanda Martens. De fait, Georges Hermann, sans tenir aucun compte des conseils de sa femme, n'avait pas attendu qu'on lui pose la moindre question pour avouer le meurtre d'Édouard Schaeffer. Dans le petit bureau d'Hamelin, théâtre de sa confession, on l'avait installé face à Abel et de la Trace, qui tapaient sa déposition, tandis que le reste du groupe se tassait dans le fond de la pièce. Raide comme un colin surgelé, Hermann s'était passé la main sur le bouc. Juste avant qu'il ne commence à parler, le Goff avait remarqué qu'il portait des chaussettes de couleurs différentes, une verte et une jaune. « J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je ne sais pas trop par où commencer, avait-il avancé en croisant les doigts sur ses genoux. Par le début, proposa de la Trace. Ça nous évitera d'avoir à remettre les pages dans l'ordre. Juste avant qu'il n'aille chercher Hermann à son domicile, Hamelin a proposé à Thibaut de rentrer chez lui. Je peux me débrouiller pour la suite. Va te reposer. De la Trace a secoué la tête. Il a survolé la semaine sans sommeil, mais plus que dormir, il veut comprendre. Aucun autre, du reste, n'a souhaité profiter du reste de son samedi soir. Je crois qu'avant lundi, je n'avais jamais réalisé à quel point je détestais Édouard, dit finalement Hermann. Je pensais seulement qu'il m'était antipathique, comme d'ailleurs il l'était à beaucoup de gens. Depuis combien de temps nourrissiez-vous de telles dispositions ? C'était un sentiment mutuel, né lors de notre rencontre qui a pris de l'ampleur avec le temps. C'est curieux d'ailleurs. C'était en théorie celui avec qui j'aurais dû m'entendre le mieux. Il était intelligent. C'est une qualité que je respecte. Une qualité trop rare. Ça, raille Hamelin, on est bien d'accord. En plus, enchaîne de la Trace, vous aviez tous les deux bien réussi dans la vie. Hermann serre les lèvres. Il tenait une gargote. Je suis un scientifique. Nuance. Donc, résume de la Trace ainsi recadré, vous n'avez jamais pu le supporter. Exact. Quand vous rencontriez Édouard pour la première fois, il pouvait se passer 2 choses. Il vous scannait, vous jaugeait de pied en cap, vous fouillait de questions. Si vous lui plaisiez, il était capable de se montrer tout à fait charmant. Vraiment adorable. Un peu comme si vous étiez unique et qu'il était le seul à s'en être rendu compte. Dans le cas contraire, il vous ignorait ou vous manifestait une arrogance insoutenable. Les anglo-saxons ont un mot assez parlant pour ça. Patronizing. Le courant n'est jamais passé entre nous. Maud non plus ne l'aimait pas. Mais elle était prête à prendre sur elle pour Denise, qui était, comme vous le savez, une amie d'enfance. Et comme de mon côté j'étais prêt à endurer beaucoup pour Maud, je pouvais difficilement éviter Schaeffer pendant 15 jours de vacances. Les seuls que je m'octroyais dans l'année. Et quelques soirs par an. Il y a bien eu 2 étés où j'ai prétexté mes obligations professionnelles pour rester à Paris, mais il m'était difficile de poursuivre sans afficher ouvertement mon antipathie pour lui. Quel était le fondement de votre inimitié réciproque ? Demande Thibaut. Hermann pousse un soupir et paraît chercher ses mots du regard. On était caricaturalement différents. Les types comme lui n'apprécient pas les gens comme moi, qui le lui rendent bien. Les types comme lui, pourriez-vous préciser ce que vous entendez par là ? Les jouisseurs. Il hoche la tête comme pour se congratuler d'avoir trouvé le qualificatif qui résume le mieux son idée. Oui, c'était ça. Édouard, un jouisseur. Un amoral qui profitait de chaque minute de la vie comme si c'était la dernière. Vous voyez le tableau. De mon côté, je suis plutôt un cérébral. Je suis intarissable sur la reprogrammation des cellules, visant à rendre réversible leur dégénération. Mais pour le reste, on ne peut pas dire que je croque la vie par les 2 bouts.
ce qui me valait de fréquentes et intrusives leçons de vie de la part de Schaeffer. « Pas de digestif, Georges ? Tu rates le meilleur de l'existence. » Il a singé une bouche en cul de poule pour illustrer l'arrogance. Tout cela, bien sûr, sous l'apparence d'une camaraderie bienveillante. Hamelin tambourine des doigts sur le bureau, le regard absorbé. « Vous savez, s'il fallait zigouiller tous ceux qui nous débectent, on passerait son temps à ça, » commente-t-il après un moment. Mes relations avec Édouard en seraient sans doute restées au stade de l'inimitié, répond Hermann, sans un incident survenu un soir d'août 2004. Nous vous écoutons. Nos femmes étaient allées au ciné à Pertuis. On s'est retrouvés entre hommes avec Ludo et Édouard. L'ambiance n'était pas très fluide. Après tout, on était tous les trois des pièces rapportées, comme on dit. C'était par nos épouses qu'on se connaissait. Mais de là à frayer en leur absence. Édouard a proposé de manger au restaurant. Je n'en avais pas spécialement envie, mais je n'ai pas voulu faire l'ours qui restait dans sa caverne. Je soupçonne qu'il en allait de même pour Ludovic. Enfin bref, nous voilà en terrasse devant une grillade. Même si on n'avait pas forcément grand-chose à se dire, je reconnais cette qualité à Édouard. Il alimentait et relançait la conversation pour trois. C'est l'avantage des gens désinhibés. Que s'est-il passé ? Après le dessert, Ludo a pris un coup de fil de son ONG. Une histoire d'entrepôt, de stockage qui avait brûlé dans des conditions suspectes au Burkina Faso ou quelque chose dans ce goût-là. Il a dû remonter à la maison où se trouvait son ordinateur portable. On était venus à deux voitures. Alors qu'Édouard demandait l'addition, deux bonnes femmes sont entrées dans le restaurant. Le genre pas très distingué. Lunettes tape à l'œil, veste léopard, le verbe haut. Le Luberon n'est pas connu pour être une retraite monacale, observe Hamelin. L'une d'elles s'est précipitée sur Édouard en l'appelant chéri. Il n'était pas difficile de deviner quelle était ou avait été la nature de leur relation. Édouard, qui aurait dû être mortifié, n'a même pas daigné manifester ne serait-ce qu'un minimum d'embarras. On leur a fait une place à notre table. Celle qui connaissait Édouard s'est collée à lui. Et l'autre ? À ce stade du récit, il a eu une moue dégoûtée. « C'est collé à vous », complète Delatraz. « Exactement. Son décolleté devait lui arriver au nombril. J'avais une vue plongeante, et je sentais sa main moite dans mon dos. Elles ont commandé une salade. Édouard a réglé leur addition et a proposé d'aller prendre un verre dans un bouge qui faisait aussi dancing. L'archaïsme du terme soutire un sourire à Le Goff. Je me souviens d'un bar circulaire, bordé de canis encerclant une piste de danse. Gilbert Montagny dans les enceintes. Une fois là-bas, Édouard a commandé des cocktails et il est parti danser un slow avec son ami, me laissant dans une situation assez inconfortable. « Monsieur Hermann, je ne suis pas certain de bien comprendre. Vous êtes majeur et vacciné. Vous n'avez pas à supporter des situations inconfortables comme vous dites. Vous auriez pu partir. » D'une part, ça aurait été impoli. Il se mord la lèvre, conscient du ridicule de sa formulation. Ensuite, c'est lui qui avait les clés de la voiture. Rien que d'y penser. Le parfum de cette bonne femme m'incommode encore, plus de 10 ans après. Une fragrance au patchouli ou quelque chose dans le genre. Elle m'a proposé d'aller boire un verre chez elle. J'ai décliné et quitté la boîte. J'ai appelé un taxi et je suis rentré au Mas. Édouard est rentré environ 1 heure après moi, juste avant le retour de Maud et ses copines. Naïvement, je m'étais dit qu'il se sentirait un peu gêné vis-à-vis de moi. En fait, à partir de cette soirée, ça a été pire. Sa condescendance, qui, avant, ne faisait qu'affleurer de temps à autre par petites touches, a été de plus en plus évidente. Il était clair qu'il me méprisait pour ne pas avoir couché avec cette femme, pour ne pas avoir saisi l'occasion. Comment se manifestaient ces marques de mépris ? Oh, il ne me traitait pas d'abruti en public. Son arsenal d'humiliation était plus insidieux. Par exemple, sachant que je ne connaissais rien à l'œnologie, il lui arrivait de me demander de goûter le vin au restaurant et de donner mon avis. Si je refusais, il remplissait lui-même mon verre, au prétexte que j'étais beaucoup trop modeste. Il m'est arrivé, sans le vouloir, de lui faire le grand plaisir d'accepter un vin bouchonné. Parlez-nous de la soirée de lundi. Je sais que Maud vous a raconté ce qu'il avait fait le soir du réveillon. Il se penche en avant, pose ses coudes sur les cuisses et croise les mains. Très honnêtement, le traitement à Montsouris, c'était uniquement pour faire plaisir à Maud. Ne me faites pas non plus dire ce que je n'ai pas dit. Nos échecs répétés ne m'ont pas réjoui, mais sans doute un peu soulagé à un niveau plus ou moins conscient. Lorsque j'envisageais l'arrivée d'un enfant, je me sentais un peu paniqué. Je me disais que l'on faisait volontairement une croix sur notre liberté. Quand Maud m'a annoncé sa grossesse, la trouille était au rendez-vous, mais j'ai aussi ressenti une sorte de sérénité.
Je me suis vue aider un bambin à faire ses premiers pas ou lui apprendre à faire du vélo. Ce n'était pas l'extase, comprenez-moi bien, mais davantage l'idée vague d'un bien-être futur. Une confusion qui avait quelque chose de plaisant. Et surtout, Maud était rayonnante. Vous savez, ma femme veut toujours tout contrôler. Jamais elle ne se laisse aller, de peur de souffrir. C'est devenu une seconde nature. Mais là, c'est comme si elle s'autorisait enfin à être heureuse. Et nom de Dieu, ça lui allait bien! Il se retourne et son regard plane un instant sur l'équipe avant de confronter celui d'Amelin. En entrant dans le dressing lundi soir, j'ai trouvé Maud prostrée, la pilule abortive serrée dans le poing. Elle m'a tout déballé. D'un coup. Je ne crois même pas qu'elle s'en soit rendue compte. Depuis le réveillon, elle a des épisodes de profonde déprime dont elle émerge un peu groggy. Vous étiez furieux? Et comment? J'ai un peu honte de le dire, mais ce n'était pas tant la véritable cause de la fausse couche qui m'a mis hors de moi, non. J'étais furieux de ce que s'était permis Édouard, de son ingérence dans notre vie, du désespoir qu'il avait causé à Maud. Du coup, interroge Amelin, vous avez décidé de le tuer? Non, je voulais seulement le confronter. Faut que vous compreniez quel genre d'homme était Édouard. C'était un manipulateur. Il était capable, regard après regard, blague après blague, remarque après remarque, d'ébranler durablement votre confiance en vous. Regardez ce qu'il a fait à sa femme. Elle a sacrifié sa personnalité et trouvé encore le moyen de prendre sa défense si on avait le malheur de dire un mot, un seul contre son mari. Il y a plusieurs années de cela, ma femme avait recadré Édouard sur une pique qu'il avait balancée à Denise. Croyez-le ou non, c'est elle qui en a voulu à Maud. Il savait y faire pour se donner le beau rôle. Il avait une telle rhétorique que si on n'y prenait pas garde, il était impossible d'imaginer qu'il puisse avoir tort. Et avec ça, toujours sapé impeccablement, l'équilibre parfait entre la classe et la décontraction. Vu de l'extérieur, monsieur Hermann, on pourrait croire que vous le jalousiez. Hermann émet un petit grognement, suivi d'un silence qui laisse penser qu'il réfléchit à la suggestion du Savoyard. Vous avez sans doute raison. J'enviais en tout cas cette aisance naturelle qui était sa marque de fabrique. Toujours est-il que lundi soir, j'ai voulu le remettre à sa place, lui clouer le bec une bonne fois pour toutes. Rien ne justifiait ce qu'il avait fait. Je voulais juste qu'il l'admette, qu'il se montre honteux, ou tout au moins gêné. Ne rien lui dire? Non, il ne pouvait pas s'en tirer comme ça. Ça aurait été beaucoup trop facile. Je suis entré dans le restaurant. La porte de devant était ouverte, même si la salle était plongée dans le noir. Je l'ai appelé. Je l'ai entendu me répondre faiblement. Sa voix venait de la cuisine. Je suis entré. Il était en train de se relever, le nez en sang. J'imagine qu'il avait dû trébucher ou avoir une perte de connaissance et fait une chute. Il avait l'air dans les vapes. Il bougeait comme au ralenti. Je ne m'attendais pas à ça, comprenez-moi. J'étais préparé à une confrontation tendue et je le trouvais sonné, parvenant à peine à se mettre à la verticale et articulant des mots dont le sens m'échappait. Vous vous souvenez de ces mots? Hermann s'était massé les tempes. Je crois qu'il a dit complètement folle, mais très honnêtement, je ne pourrais pas en jurer, d'autant que son élocution était laborieuse. Par la suite, il s'est vite repris, mais à ce moment-là, on aurait dit que sa langue avait enflé, comme sous l'effet d'une piqûre de guêpe, ou que certains des muscles de sa bouche étaient paralysés. Il a repoussé les épluchures de légumes sur le plan de travail et y a pris appui. Il s'est pris la tête entre les mains. Je l'ai regardé faire, immobile. Au bout de plusieurs minutes, il m'a dit le souffle court. « Merci pour ton aide, mon vieux. » Ou plutôt quelque chose comme « Faux-fieux. » Il haletait. Je me suis dit qu'en fait de malaise, il avait plutôt fait un infarctus. Cette idée m'a réjoui. Je me suis surpris à espérer qu'il me supplie d'appeler une ambulance. Mais non. Agrippé au plan de travail comme un naufragé à sa planche pourrie, il a peu à peu refait surface. Son souffle est devenu plus régulier. Après quelques minutes, il s'est redressé. J'ai estimé avoir assez attendu, je l'ai fixé dans les yeux, et je lui ai demandé s'il avait fait avorter Maud. « Et quelle a été sa réponse ?» interrogea Delatraz. Il n'a rien dit. Il a juste poussé un soupir exaspéré et m'a regardé d'un air ennuyé du genre « Tu choisis vraiment bien ton moment. Vous voyez ?»« Très bien. Et après ?» On s'est regardé un moment, en chien de faïence. Il y a eu un silence lourd, comme une chaleur d'avant l'orage. Notre ressentiment naturel avait toujours été latent. Au cours de toutes ces années, il n'y avait jamais eu un mot plus haut que l'autre. On sentait tous les deux que c'était sur le point de changer. C'est moi qui ai ouvert le feu.
Ces derniers mots sont empreints d'une fierté un peu naïve. J'ai frappé du poing sur le plan de travail. Je me souviens que ça a fait rebondir l'éplucheur à légumes. J'ai hurlé. « Mais dis quelque chose !» Il a soupiré de nouveau et m'a asséné sur son ton paternaliste habituel. « Mon petit vieux, à la façon dont je vois les choses, je t'ai rendu un fier service. » Son élocution était encore un peu pâteuse, mais tout à fait compréhensible. « Vous avez passé l'âge de vous coltiner un mot, Maud et toi. Vous manquez simplement du recul nécessaire pour vous en rendre compte. Allez, va, rentre chez toi, laisse passer un peu de temps et tu verras. L'été prochain, tu me remercieras. » Il a continué à pérorer, mais je n'écoutais plus, terrassé par l'évidence. Il était ni plus ni moins en train de m'expliquer la vie. Loin d'être gêné ou repentant, il me disait tranquillement ce qui était le mieux pour moi et me tensait de ne pas m'en être rendu compte. Bref, Édouard dans toute sa splendeur. Je lui ai demandé s'il fallait l'appeler Jésus. Pour qui il se prenait, bon sang? Il a poussé un profond soupir, les yeux posés sur le plan de travail. Quand il a levé la tête, c'était pour me gratifier d'un regard mauvais. « Non, Georges, je me prends pour un homme, tout simplement. Un homme, tu entends? C'est peu, mais c'est beaucoup plus que tu ne peux en dire. Je n'ai pas de leçon de morale à recevoir de types comme toi qui passent à côté de leur vie, de peur de la vivre. Mais regarde-toi, pas d'alcool fort, pas foutu de distinguer un saté-million grand cru d'une piquette à 3 sous, de rouler dans autre chose qu'un gentil break, bien solide, de baiser une femme qui ne demande qu'une bonne partie de jambes en l'air. Ça m'a toujours démangé de te poser la question. C'est parce que tu es né vieux que tu as consacré ta vie à lutter contre la dégénérescence de l'âge? Et avec ça, toujours à chercher l'approbation de sa femme comme un chien court après une caresse. Ben, j'ai un scoop pour toi. Si tu crois que c'est pour ça qu'elle cessera de te considérer comme un figurant, tu n'as toujours rien compris au film. J'ai senti monter une rage immense. Vous savez, c'était comme quand on verse trop vite du champagne dans une coupe, que le niveau monte sans qu'on sache quoi faire pour éviter le débordement. Mes yeux se sont posés sur l'éplucheur. Ma main s'est jetée dessus. En moins d'une seconde, je lui avais planté dans le cou. Moins d'une seconde. Il avait répété ces mots comme pour s'émerveiller d'un record de vitesse battu par un sportif de haut niveau. Presque tout de suite, le sang a commencé à jaillir. Édouard n'a pas réalisé tout de suite ce qui lui arrivait. Il m'a regardé, l'air surpris, a porté la main à son cou, comme pour localiser une piqûre d'insecte. Son regard s'est brouillé, il est tombé à genoux, puis au sol, face contre terre. Il marque un silence et ferme les yeux. Je tiens à être très clair sur ce point. Vous pouvez le noter, car j'assumerai mes actes jusqu'au bout. Je ne regrette pas mon geste. Ce salaud ne l'avait pas volé. Seulement, on a beau le savoir. Savoir qu'on a fait ce qu'on avait à faire, ça a été très violent. Vous comprenez? J'ai eu un accident en nuit, il y a quelques années. Choc latéral. Une voiture qui a grillé un feu. C'est le même type de brutalité. Quand Édouard est tombé à terre, j'ai reculé. Mes mains tremblaient. J'ai contracté les bras et serré les poings. Rien à faire. Je continuais à vibrer comme un marteau-piqueur. Je ne sais pas combien de temps je suis resté vissé là, à le regarder, avant de parvenir à me maîtriser. Il fallait que je m'arrache à cet endroit, à ce corps qui se vidait comme un chalutier éventré. Quand je me suis dirigé vers la porte, j'ai réalisé que mes empreintes étaient partout sur le manche du couteau. Je devais l'emporter avec moi. Je trouvais bien à m'en débarrasser plus tard. Je n'aurais qu'à le jeter dans la Seine. Je suis revenu sur mes pas. Édouard était sur le ventre dans la position où vous avez dû le trouver. Le manche de l'éplucheur qui émergeait de son cou pointait vers le bas. Je l'ai saisi avec 2 doigts, mais vu l'angle, le couteau résistait. Il aurait fallu que je marche dans le sang ou que je retourne le corps, ce qui aurait signifié voir son visage. Je n'ai pas pu. J'ai pris un Kleenex dans la poche de mon blouson et j'ai essuyé le manche. J'avais la sensation d'étouffer. Je suis reparti par là où j'étais entré. D'abord, je me suis dit que l'air froid me ferait du bien. En fait, non. J'avais toujours la même certitude que mes poumons avaient rétréci. En plus, je croyais entendre des pas derrière moi. 20 fois, je me suis retourné, mais je n'ai vu personne. J'ai débouché avenue Franklin Roosevelt et je me suis réfugié dans le métro. Ce n'est qu'arrivé sur le quai que j'ai réalisé que, sous mon blouson, ma manche droite était parsemée de taches de sang et que les tremblements n'avaient pas cessé. Tous les usagers avaient les yeux braqués sur moi. En tout cas, c'était mon impression. Vous avez lu Le cœur révélateur d'Edgar Poe? Persuadé que le cœur de l'homme qu'il vient d'assassiner continue de battre dans un vacarme assourdissant, le narrateur finit par avouer son forfait, alors que ce tam-tam n'existait en fait que dans sa tête. Ce soir-là, dans la station, c'est le sentiment que j'ai eu. Tout le monde savait ce que j'avais fait et mon arrestation était imminente. Alors que bien sûr, je n'ai dû faire aucune impression particulière aux rares passants que j'ai croisés. Je peux avoir un verre d'eau?
Le Goff lui ramène un gobelet. Herman en prélève 3 gorgées. Je m'attendais à tout moment à voir les flics débouler sur le quai. En fin de compte, c'est le métro qui est arrivé. Je me suis placé en bout de rame et j'ai essayé de me faire oublier. J'ai regagné mon domicile. Je savais que Maud dînait avec ses amis. J'ai pris une douche, j'ai placé dans un sac en plastique mes tennis et ma chemise et suis ressorti les jeter dans une bouche d'égout. Je tremblais toujours à ce moment-là. De retour chez moi, j'ai pris un whisky. Je ne bois pas d'habitude, mais je pensais à juste titre que ça calmerait les tremblements. Je me suis regardé dans la glace de la salle de bain. Il m'a semblé que le blanc de ma barbe avait contaminé mes cheveux, mais ça aussi, c'était dans ma tête. Maud est rentrée vers minuit. Elle m'a annoncé qu'Édouard s'était fait assassiner, et j'ai fait semblant de tomber des nues. Son regard croise celui d'Amelin. Herman n'en est pas à un sourire, mais il est terriblement soulagé. Voilà, vous savez tout. Je voudrais juste ajouter que, malgré les apparences, je ne suis pas un danger pour la société. Ça, mon vieux, ce n'est pas à nous d'en décider. Peu importe. Faites de moi ce qu'il vous plaira, j'assumerai. Je ne regrette rien. En tout cas, je me sens mieux. Garder le secret, ça aurait fini par me ronger de l'intérieur. Facile à dire. On ne vous a pas beaucoup vu au 36 cette semaine, objecta Belle. Pour que vous produisiez vos aveux, il aura quand même fallu qu'on aille vous chercher à domicile. Selon Maud, vous pataugiez. Si vous aviez placé une personne innocente en garde à vue, j'aurais débarqué dans la seconde pour la disculper. N'empêche, monsieur Herman, vous auriez pu sérieusement nous simplifier la semaine. Ce constat est salué d'un murmure d'assentiment du groupe et de la part d'Herman, du même sourire fataliste dont il a gratifié sa femme un peu plus tôt. Le Goff but une gorgée et commenta d'un air rêveur. Il y avait du Danton versus Robespierre dans l'antagonisme entre ces deux hommes. Le juste contre le jouisseur. « Ah, ça suffit les cours d'histoire !» bougonna de Latraz avant d'enchaîner. « Vous vous rendez compte ? Tout le monde souhaitait sa mort à ce type. » Il énuméra non seulement les 3 amis de sa femme, mais aussi Roderick Balto, Manon le Rouge et Georges Herman. Quand on y réfléchit, il n'avait pas une espérance de vie très longue, le père Schaeffer. Et pour bien nous compliquer la vie, poursuivit Leroux, le hasard a voulu que 3 de ses ennemis rôdent autour de son restaurant le soir du meurtre, et que les 3 autres nous soient désignés comme suspects. Quelles étaient les probabilités ? Si on était dans un polar, la priorité de l'auteur ne serait certainement pas la vraisemblance, dit de Latraz. Abel se sentait sonné. La mort du restaurateur résolue, son esprit se trouvait à court de diversion. La paternité, sa responsabilité dans la mort de sa famille, tout allait lui retomber dessus. Il se sentit écrasé par avance. Mais sous l'appréhension émergeait une drôle de chaleur. Une confusion similaire à celle évoquée par Herman en parlant de la grossesse de sa femme. « Ça va aller avec Dacosta ?» interrogea de Latraz. Hamelin tressaillit. Il l'avait presque oublié, celui-là. « Probablement pas. Il est très rancunier. Alors, je suppose que vous allez devoir vous trouver quelqu'un d'autre pour corriger votre syntaxe défaillante. » Le juge t'a à la bonne, hasarda de Latraz. « Il serait difficile, » commenta Martens. « Il voulait un coupable, vous lui en avez trouvé 2. » Abel secoua la tête. Il doutait que l'appui du juge pèse lourd face au ressentiment du divisionnaire. Mais il ne parvenait pas à se convaincre que cela avait la moindre importance, en regard des révélations de la journée. Ils finirent leur bière, profitant du silence. Un peu plus loin, le quai des Orfèvres hissait sa tour pointue, dans la nuit sans étoiles.